Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution de l'immigration à Montréal et ses impacts sur la santé mentale de ces immigrants. Selon les ressources historiques du Récitus, depuis le 19e siècle, l'immigration n'a jamais été seulement un déplacement géographique. C'est aussi un véritable choc culturel. Les nouveaux arrivants devaient souvent s'adapter à la culture dominante pour réussir à s'intégrer. Montréal a été transformé par plusieurs vagues migratoires. Les premières provenaient surtout d'Europe, attirées par l'agriculture et l'industrie. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses familles italiennes, grecques, portugaises ou polonaises s'y installent. Puis entre les années 1960 et 1980, le Canada ouvre davantage ses portes à des populations d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et du Moyen-Orient. Depuis les années 1990, les principaux pays d'origine incluent les Philippines, l'Inde, le Maghreb, Haïti, l'Amérique latine et la Chine, faisant de Montréal une ville profondément multiculturelle. Grâce aux données de la ville de Montréal, j'ai pu constater qu'avant 1980, les immigrants représentaient environ 16,8% de la population. En 2002 et 2010, ce pourcentage a augmenté jusqu'à 23,7%, marquant une étape importante dans la transformation démographique de la ville. Cette histoire est aussi marquée par des discriminations et des politiques injustes dont les effets se ressentent encore aujourd'hui à travers les stéréotypes, les inégalités sociales et les obstacles institutionnels. Ces défis historiques peuvent influencer la vie quotidienne des jeunes immigrants, leur santé mentale et leur sentiment de justice sociale. C'est dans ce contexte que grandissant, les jeunes immigrants à Montréal sont entre la culture de leur famille et celle de la société québécoise. Ils doivent jongler avec plusieurs pressions, comme les attentes familiales, la pression d'intégration, les regards des autres et parfois la discrimination. Ces défis peuvent générer du stress, de l'anxiété ou sentiment d'exclusion. Alors, la question que nous posons aujourd'hui est la suivante. De nos jours, comment le processus d'immigration vécu pendant l'enfance ou l'adolescence influence-t-il la santé mentale des jeunes adultes à Montréal? Pour illustrer ce que nous venons de présenter, j'ai discuté avec Blaine, ma cousine qui a immigré de l'Éthiopie au Canada alors qu'elle était encore enfant. Elle partage avec nous son expérience et explique comment ce passage a marqué son adolescence et sa vie de jeune adulte. Bonjour Blaine, merci beaucoup de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé ton arrivée à Montréal? Oui, merci à toi pour m'inviter à exprimer mon expérience ou partager mon expérience avec toi. Dans le fond, moi, je suis arrivée à Montréal 1994, je veux dire, ça peut être 92 ou 94, alentour de ça. Puis c'était moi puis ma soeur, j'avais 9 ans quand je suis venue au Canada. Puis c'était un parcours qu'on avait fait tout seul, moi puis ma soeur, pour la première fois, comme on a pris un avion d'Éthiopie pour venir rejoindre mes parents ici à Montréal. Dans le fond, eux autres, ils étaient partis en avance. Ça fait quelques années qu'ils étaient partis. Nous, on a grandi en Éthiopie avec nos grands-parents. Et par la suite, quand que nos parents ont pu nous s'établir, ils nous ont fait venir à Montréal. Parfait. Qu'est-ce qui, selon toi, a rendu ton adaptation à Montréal particulièrement complexe ou un peu plus compliquée parce que c'était ta première fois prendre l'avion ou première fois partir d'un pays? Oui, c'est sûr que l'aspect logistique était quelque chose qui était quand même un défi parce que on était tout seul, sans adultes, sans quelqu'un de familier. Moi puis ma soeur, quand on a pris l'avion, que oui, c'était quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc ça faisait peur, c'était quelque chose de nouveau. Mais à part de ça, ce qui était vraiment difficile pour nous, pour s'intégrer ou pour vraiment comprendre comment le fonctionnement du pays et de la société fonctionne, c'était vraiment l'aspect langage, comme le français. On parlait pas français. Fait que ça a été un petit peu difficile de s'adapter à la culture parce qu'on ne comprenait pas. Puis il y a aussi le facteur âge. On était quand même jeunes pour comprendre tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans le fond. C'était ça qui a rendu ça un petit peu plus difficile. OK. Sur ce sujet, le système scolaire en Éthiopie, c'est vraiment différent. Et aussi apprendre le français. Comment as-tu vécu ce changement? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui t'a aidé pour apprendre le français?
Oui, c'est certain que le système scolaire et la façon de faire en Éthiopie versus au Canada, c'était vraiment difficile. Mais il y a deux choses que je dirais qui a fait vraiment la différence pour nous. C'était il y avait un programme d'intégration sur tous les nouveaux arrivants, je pense, d'autres pays. Ils font comme une année scolaire où ils sont tous dans le même niveau, dans le sens, je pense que c'était comme toutes les personnes qui sont comme à le même grade scolaire que moi. Ils étaient dans un même dans une classe dans le fond et nous aider comme vraiment à prendre quelques mots de pratique, quelques mots comme communs qu'on peut utiliser. Fait que ça a aidé beaucoup, je trouve, à la place d'être vraiment intégré dans une école comme normale. Puis l'autre, qu'est-ce qui nous a aidé beaucoup, c'était vraiment avoir un enseignant. Je me rappelle en quatrième année, c'était quand je suis venue ici, en quatrième année, quand j'ai commencé l'école, soi-disant comme l'école ordinaire, c'est cette professeure-là m'a vraiment donné comme la confiance, le support que j'avais besoin. Je vais jamais l'oublier, son nom, c'est Madame Chantal Perrier. Je vais jamais l'oublier parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment supporté sur ma transition. Vraiment avoir la confiance de s'intégrer avec le groupe, de s'intégrer avec la classe et d'avoir la confiance de continuer à exceller comme dans mes études. Est-ce que tu as trouvé que l'intégration avec les jeunes, c'était un peu plus difficile dans ce sens, à l'école? Oui, c'était un petit peu plus difficile parce que c'est nouveau. Il y avait, comme je te disais, je suis rentrée en quatrième année, donc il y avait déjà des années très établies. J'étais nouvelle, je n'étais pas encore confiante. Tout le monde parlait plus français que moi, je parlais plus anglais. Donc tout le monde était déjà comme... Il y avait déjà une association faite avec les amis, tout ça. Fait que je trouvais ça un petit peu plus difficile, mais j'ai pas eu une expérience négative, soi-disant. C'était juste un petit peu plus difficile. Ok, parfait. Parlons de apprendre le français et se sentir plus pour se sentir plus intégré avec les jeunes. Est-ce que tu as l'impression que la loi ou les institutions, ils font tout pour protéger les enfants qui sont immigrants ou les aider? Est-ce que tu trouves qu'ils ont assez Est-ce que tu crois qu'ils ont assez pour nous aider ou pas vraiment? Moi, je te dirais que dans notre temps, donc ça fait longtemps, c'est 1994, oui, il y avait quand même un support, il y avait quand même assez de ressources dans les écoles, que ce soit pour avoir de l'aide aux devoirs et tout ça, comme les programmes après l'école pour supporter les immigrants ou les nouveaux arrivants qui sont pas encore adaptés au système. Oui, dans ce temps, il y en avait. Même je sais même que comme au niveau de mes parents, qu'ils avaient beaucoup de support quand ils étaient venus là-bas pour avoir des cours en français, avoir des ressources, des groupes sociaux et tout ça qui étaient existants dans la place. Seulement par but, c'était vraiment seulement visé pour les nouveaux arrivants. Donc oui, dans le temps, il y en avait, je pourrais pas te dire ce qu'il y en a présentement, mais oui, il y en avait beaucoup de ressources où il y avait aussi des programmes qu'on avait avec des nouveaux arrivants. Je me rappelle, on avait rencontré une famille qui était comme nous, nouveaux arrivants, qui avaient des enfants jeunes, via ces programmes-là. Puis on était devenus des bons amis avec cette famille-là. Fait que oui, il y en avait un programme assez efficace pour intégrer les gens où ce qu'ils en étaient. Parfait. En tant qu'enfant aîné, est-ce que tu as ressenti une pression particulièrement pour comme aider ta famille à s'adapter au Canada, même ta petite sœur ou ce que, ou parfois je sais que les parents ils peuvent avoir de la difficulté avec le français. Est-ce que tu as senti une type de pression comme pour les aider? Oui, absolument. Je pense que j'ai senti cette pression-là pendant longtemps. C'est pas juste une période ciblée. Premièrement, comme tu as dit, en tant que aînée de la famille, je sentais cette responsabilité-là parce que oui, mes parents, bien qu'ils parlent quand même français de base, il y avait beaucoup de choses que, comme grandissant, je parle comme quand j'étais au secondaire et tout ça. Et il fallait que j'explique même au niveau des paperasses qui venaient à la maison, même au niveau des rencontres avec les professeurs.
il y avait toute cette adaptation-là était pas encore, pour mes parents, parce que c'est, comme je te disais tantôt, le système scolaire en Éthiopie et ici, c'est pas la même chose. C'est les rencontres parents et enseignants étaient une affaire que, comme pour mes parents, qu'ils étaient pas très à l'aise, ils étaient pas très, je dirais, ils étaient impliqués, mais ils n'étaient pas très impliqués à poser des questions plus que de base parce qu'ils sentaient un petit peu comme moi, le français, c'était quelque chose qui les retenait à être plus à l'aise, puis ils n'osaient pas non plus nous demander en anglais. Fait que oui, il y avait cette pression-là de je sais pas c'est quoi le mot en français, mais advoquer pour moi-même, comme être une voix pour moi-même, parce que mes parents n'étaient pas vraiment à l'aise à le faire, puis aussi pour ma sœur. Okay. Donc oui, il y avait cette pression-là de par le fait que j'étais l'aînée de la famille. Ok, parfait. Ben, j'apprécie vraiment beaucoup que tu as pris le temps pour nous expliquer ton arrivée et comment t'as vécu ce stress ou ces sentiments. Donc, merci beaucoup de pouvoir participer à mon podcast. J'apprécie beaucoup. Merci à toi, Amanda. Ça fait un plaisir. Pour mieux comprendre le témoignage de Blaine, j'accueille aujourd'hui Madame Imres, enseignante en sociologie au Collège de Maisonneuve. Ses connaissances vont nous aider à saisir les enjeux sociaux, institutionnels et psychologiques liés à l'adaptation des jeunes immigrants à Montréal. Bonjour Madame Imres et merci beaucoup de vouloir participer à mon podcast. Donc, pour la première question, dans plusieurs communautés, certaines normes sociales et attentes culturelles peuvent entrer en conflit avec celles du pays d'accueil. Comment pouvez-vous dire que les différences normatives influencent le sentiment d'appartenance et la santé mentale de ces jeunes immigrants? Ok, c'est intéressant. Oui, moi je ferais, je crois que je vais commencer par la mention suivante. Tout d'abord, si les jeunes qui sont nés ailleurs et qui arrivent déjà avec un certain bagage culturel, ils vont davantage donc faire les comparaisons par rapport au type ou façon de faire ou agir de la société d'accueil versus ces façons de faire et agir de la famille, elle, qui est porteuse donc d'une culture spécifique qui se traduit par le coutume, par le rapport aux fêtes, par leur bouffe, par la discipline également, par la manière dont on entame la discipline des enfants à l'égard des études, etc., etc. Et moi, je dirais également, donc dans les premiers cas, à mon avis, ce qui rapporte et qui nourrissent, à mon avis, la présence de la société d'accueil, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui vont à l'école, qui vont transporter les connaissances, les savoirs de l'école, les savoirs de la société, les normes civiques, les apprentissages, etc., et qui vont ramener à la maison et qui vont faire en quelque sorte, par les circonstances également de l'organisation de la famille, qui s'est intégrée souvent dans les systèmes de travail, en général, ils vont nourrir les enfants avec des idées, etc. Et en même temps, cet enfant-là, donc, il va vivre avec cette culture primaire, donc la culture d'origine, et a également donc évaluer lorsqu'il est en face de ses camarades, il va pouvoir les traduire comme étant, non pas, à mon avis, une contradiction ou un défaut ou un problème qui est issu de leur famille, mais plutôt comme une richesse. Moi, c'est la distinction que je fais. Par contre, il se peut que ces jeunes-là sont nés ailleurs et donc, comme je vous disais, ils sont arrivés déjà à un âge qui leur permet d'avoir des repères formels par rapport aux normes, surtout morales, qui sont reliées donc à des façons de faire, agir, à la conception religieuse ou des disciplines ou des formations Là, ils peuvent rentrer en conflit parce qu'ils vont évaluer souvent la teneur des règles, celles qu'ils trouvent justes, et que peut-être dans la période d'adolescence va se déployer différemment, ils vont s'exprimer différemment.
ça, je pourrais pas nécessairement, si vous voulez, c'est pas une question personnelle, mais je pourrais pas parce que je suis pas spécialiste, comme je vous ai dit. Mais selon les lectures un peu générales que j'ai faites sur les questions d'intégration versus inclusion, etc., on distingue ces types de comportements. Pour la deuxième question, est-ce que vous pensez que le gouvernement met en place suffisamment de mesures pour faciliter l'intégration des immigrants, notamment en leur offrant un meilleur accès à l'apprentissage du français et aux services nécessaires pour s'adapter à la société québécoise? Ce que je constate dans les lectures, enfin la littérature qui a été déployée par rapport à ce qu'on appelle l'intégration, donc on est toujours dans le concept d'intégration, donc la possibilité que l'individu s'effondre à l'intérieur des institutions qui sont là pour les recevoir, donc comme réceptacles, donc pour pouvoir les attirer, et dont le but de ces institutions, c'est de pouvoir permettre donc les fonctionnements et le fonctionnement de la société, la reproduction de la société et viser la cohésion sociale justement, donc ces réceptacles, l'intégration. Or, à mon avis, avec la modification des politiques au niveau de l'immigration, ne permet pas nécessairement cette intégration, ou du moins une intégration qui soit un peu plus harmonieuse. Je crois qu'on est en train de mettre, comme je disais tout à l'heure, la responsabilité justement sur les individus de se chercher un lieu pour se franciser ou de chercher un endroit, une ressource qui leur permettrait de comprendre les rouages de la société d'accueil. Or, l'obligation d'une société, je suis sociologue, ça c'est la déformation que j'ai, donc l'obligation d'une société, c'est de pouvoir, et là tu vas me permettre ces termes-là, d'accueillir ces individus. Accueillir ces individus-là, c'est d'accomplir une tâche fondamentale de l'institution qui est de permettre donc leur resocialisation. Une resocialisation qui va leur permettre de recomprendre, de réévaluer donc les nouvelles règles. De faire cette navette-là d'une manière un peu plus harmonieuse. Quand on enlève cette possibilité dans les institutions, par exemple les COFI qui ont été enlevés complètement, il y en a quelques écoles là, qui sont les centres à l'Artigue, etc., qui donnent des cours seulement dans les soirs. Il y en a quelques personnes seulement, et puis aujourd'hui on les exige avec la nouvelle politique migratoire d'apprendre le français en 3 mois. Je les mets au défi, les personnes qui ont élaboré ces lois-là, d'apprendre une langue en 3 mois et de la manier vraiment cette langue-là. Même, n'en parlons pas de l'accent, mais juste la manier, d'avoir une discussion avec complète, de sens complète, enfin de pouvoir avoir un discours structuré. Je leur donne ces défis-là. Or, ces personnes, la plupart des personnes qui migrent au Canada et au Québec en particulier, ils recherchent une stabilité à travers le travail, une intégration à travers le travail. Or, s'ils ne manient pas la langue, ils vont avoir également la difficulté de pouvoir s'intégrer dans le marché du travail. Et ça, c'est une réalité. Alors, pourquoi ne créons pas, ou ne forçons pas, justement, les entreprises, avec la loi 101, par exemple, à l'époque, qui forçait les entreprises des moins de 60 travailleurs, de pouvoir donner des cours de francisation à l'intérieur de l'institution du travail, donc de libérer les travailleurs pour pouvoir comprendre les méandres, le sens de cette langue-là, qui est la langue de communication. Donc, là, il y a un problème. Et les jeunes même, s'ils sont laissés à leur compte, les jeunes, par définition, si tu veux, c'est que, comme ils sont obligés d'aller à l'école, donc ils vont avoir une introduction à la langue française qui passe par la francisation jusqu'à 16 ans. Okay? Donc, ils ont des instances, si vous voulez, bien faites ou mal faites, mais ils sont là. Mais pas pour leurs parents, nécessairement, qui ne parlent pas français. Donc, pour notre troisième question, l'adaptation à un nouveau pays peut générer beaucoup de stress, anxiété ou sentiment d'isolement. Quels facteurs en spécifique expliquent pourquoi certains jeunes peuvent s'adapter plus facilement que d'autres? Je pourrais faire le lien avec ce que j'ai affirmé tout à l'heure, c'est-à-dire si on enlève la possibilité d'intégrer ces individus-là, ils ont martelé par un discours négatif à l'égard de ces personnes immigrantes nouvellement arrivées chez nous. Là, le produit, c'est que ces personnes-là, ils sont en train de se voir comme étant presque, entre guillemets, des délinquants. Donc, des délinquants qui savent pas d'où se positionner parce qu'ils ont les problèmes du pays. On est en train de parler d'eux non pas comme des personnes qui contribuent à la société, en payant ses impôts quand on travaille, en amenant nos enfants à l'école
Et parce que ces enfants-là sont la force du travail du futur qui va permettre donc le roulement de notre société. Et donc, et là, on est en train de taper sur les aspects négatifs et forcément, je crois qu'il peut se manifester par des problèmes qui sont reliés à la définition de soi. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi on me regarde de telle manière? Qui suis-je? Est-ce que je suis... et c'est navrant, dans mon expérience comme enseignante, provenant également d'un groupe, si vous voulez, immigrante, si vous voulez... moi, je me considère pas immigrante, je suis une personne d'ici parce que, stricto sensu, l'immigration, c'est un processus de se mouvoir d'un lieu à l'autre. Donc, une fois qu'on est installé dans un lieu, dans une société d'accueil, on est citoyen de cette société d'accueil. Ouais. Et là, normalement, on fait partie, donc on n'est pas immigrant. Sauf que chez nous, il y a cette fluctuation de l'éternel immigrant. Donc, même si j'habite depuis 44 ans chez nous, ici, c'est chez nous, le Québec, là, c'est chez nous là, et ils me considèrent comme ayant un statut d'immigrante. Donc, mes enfants qui sont nés ici, sont des immigrants des premières générations, 12e génération, et ainsi de suite. Okay? Donc, ce qui fait qu'il y a une problématique également au niveau de la construction sociale sur ce qui est l'immigrant, Je disais également, oui, ça peut affecter. Qui suis-je? Les jeunes, quand ils sont à l'école, les processus d'adolescence, c'est le moment les plus cruciaux, les plus difficiles pour les jeunes. Et quand on est à la navette, et quand on envoie des idées négatives tout le temps sous l'imaginaire négatif qu'on déploie à travers les médias, à travers différents médias sociaux également de l'immigration, là, on est en train d'affecter littéralement cette définition du jeune. Oui. Et aussi, dans l'entrevue avec Blaine, elle explique le stress et l'anxiété qu'elle ressent à cause du fait qu'elle doit aider ses parents avec la langue française. Elle devait souvent traduire des mots pour qu'ils comprennent et elle avait une responsabilité pour leur faire comprendre et leur faire ressentir confortable avec cette langue. Pour conclure, ce balado nous a montré à quel point l'intégration des jeunes immigrants est un processus complexe qui touche à la langue, l'identité, à l'école et aux services auxquels ils ont accès. Mais il nous rappelle aussi qu'avec les bonnes mesures et un environnement accueillant, cette transition peut devenir une véritable opportunité de croissance et d'inclusion. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. À la prochaine!